C'est vraiment l'enfer. Ça n'a pas arrêté depuis que la guerre a repris depuis mardi dernier. Les bombardements continuent, les massacres continuent et malheureusement la peur est partout et surtout le pire c'est le déplacement. C'est précieux, c'est une source inestimable pour nous journalistes français qui n'avons pas accès à Gaza. Personne peut rentrer sur ce territoire pour voir comment on y vit, comment on y mange, comment on y meurt aujourd'hui. Et là, on est en train de se revivre le même scénario de début de la guerre qui a commencé il y a 15 mois. Aujourd'hui, la majorité de la population dépend d'aide humanitaire parce qu'il n'y a plus de travail. Rami, dans son livre, il nous raconte comment on continue à être père dans des conditions effroyables, comment on continue à être maman, comment on peut être enceinte, comment on peut accoucher, comment on peut manger, faire rire son enfant, continuer à lui apprendre des choses et surtout continuer à le préserver dans son innocence. J'ai essayé de le mettre dans un monde un peu parallèle, c'est-à-dire un monde qui a pas de massacre, il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de drone. Voici donc un livre poignant, Gaza Vie, qui retrace votre destin. Rami Abou Jamous, bonjour. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter, même si les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous avez été étudiant en France et vous êtes devenu ce qu'on appelle fixeur pour les journalistes à Gaza. Vous êtes devenu journaliste tout court du fait des conditions de l'enclave palestinienne, mais aussi vous êtes un père de famille sous les bombes. Et à travers vos souvenirs, en compagnie de Lilia Melkonian, qui vous a aidé à écrire ce livre et que je salue, puisque Lilia, vous êtes dans ce studio, bonjour. Vous racontez, Rami Abou Jamous, l'amour, la guerre, la survie et la dignité dans cet enfer qui est devenu Gaza. C'est un récit qui mêle le journalisme, l'exil, la paternité, la résilience. C'est aussi une déclaration d'amour à votre fils Walid et à votre femme Saba, ainsi qu'à la vie. Rami Abou Jamous, j'aimerais tout d'abord vous demander tout simplement comment s'est passée la nuit, comment ça se passe depuis quelques jours. Et malheureusement, c'est l'enfer. C'est justement le terme qu'a utilisé Trump et que tout le monde l'a repris. Netanyahou l'a repris, le ministre de la Défense il l'a repris. Et c'est vraiment l'enfer. Ça n'a pas arrêté depuis que la guerre a repris depuis mardi dernier. Les bombardements continuent, les massacres continuent et malheureusement la peur est partout et surtout le pire c'est le déplacement. Hier il y a eu 2 ordres d'évacuation dans le nord de la bande de Gaza, Jabalia, Beth Hanoun, Beth Lahia et les gens ils étaient en train de partir de chez eux. Quand je dis chez eux c'est des tentes parce que déjà au nord tout a été détruit. Mhm. Donc ils sont revenus de sud parce qu'ils se sont déplacés pour la énième fois, placés sur des tentes, sur leurs décombres. Et là, pendant la nuit, malheureusement, ils étaient en train de se déplacer parce qu'ils savent très bien de quoi cette armée est capable. Donc tout le monde a pris la fuite vers Gazaville. Et on ne sait pas, nous, à Gazaville, quand est-ce qu'on va avoir des ordres d'évacuation parce que là, on est en train de revivre le même scénario de début de la guerre qui a commencé il y a 15 mois. Mais alors, donc concrètement, vous êtes déplacé récemment, Rami Abou Jamous, avec votre famille. Donc comment ça s'est passé? Où est-ce que vous êtes là aujourd'hui et où étiez-vous il y a quelques jours? Nous, on s'est déplacé depuis chez nous à Gazaville en 2023. On est parti à Rafah et puis depuis Rafah, quand Rafah était occupé avec l'incursion terrestre, on est parti à Deir el-Balah et après Deir el-Balah, on est reparti à Nuseirat. Et là, il y a un mois, quand le cessez-le-feu a commencé, 10 jours après ou bien 15 jours après, on est rentré chez nous, c'est-à-dire à Gazaville dans notre appart. Notre immeuble est toujours intact. C'est vrai que ça a été bombardé plusieurs fois. Mais l'immeuble, l'appart où on est, il est toujours intact, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais c'est pas grave, au moins on est sous le dur, on n'est pas sous des tentes, et depuis on est là dans notre appart. Rami Abou Jamous, je l'ai dit, vous avez écrit Gazavi avec Lydia Melkonian qui est ici même dans ce studio. Lydia, comment avez-vous écrit ce livre à quatre mains? C'est la vie de Rami Abou Jamous, mais vous avez contribué à l'écriture de ce livre. Écoutez, je crois que c'est des conditions d'écriture assez inédites puisque nous avons écrit ce livre avec Rami via WhatsApp, via les réseaux sociaux, avec des notes vocales, avec quand on avait du réseau téléphonique, quand Rami avait Internet et de l'électricité, on arrivait à se parler parfois pour qu'il puisse me raconter sa journée, raconter des pans de leur vie quotidienne. Et puis, c'est comme ça qu'on décidait qu'on allait en faire un chapitre. C'est vrai que c'est assez inédit, assez incroyable comme condition d'écriture et comme expérience aussi, du coup,
d'échange. Vous savez, Rami, sa vie est menacée depuis le début de cette guerre, donc on ne sait jamais quand on va pouvoir réussir à joindre Rami pour avoir des nouvelles, pour pouvoir travailler. On ne sait jamais si Rami va avoir une connexion Internet, s'il est sain et sauf. Donc c'est vrai que on était aussi tributaire de ça dans l'écriture de ce livre. Mais voilà, Rami a une force incroyable, c'est qu'il arrive toujours à trouver un moyen de donner des nouvelles. Vous savez, ce livre, il est inspiré d'un groupe WhatsApp qu'il a créé avec des confrères français, francophones, Gazavi, dans lequel il poste quotidiennement des informations qu'il vérifie, des dépêches, des images depuis le début de ce conflit. Et donc, c'est à travers ce fil WhatsApp qu'on a repris des vidéos et des idées de chapitres qu'on a coécrits, du coup, voilà, via les réseaux sociaux. Et vous racontez donc votre vie à Gaza, Rami Abou Jamous, avec donc Walid, votre fils, et vous expliquez notamment les tours de magie, alors des tours de magie en matière d'histoire que vous avez dû déployer pour essayer d'enchanter ou réenchanter son quotidien en quelque sorte. Oui, bah, j'ai essayé de le mettre dans un monde un peu parallèle, c'est-à-dire un monde qui a pas de massacre, il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de drone. J'essaye à chaque fois de transformer l'image du pire à une image un peu de conte de fées pour lui. Les avions de chasse, c'est plutôt des avions pour s'amuser et pour le parachutage. Je lui montre sur YouTube comment les gens ils s'amusent avec le parachutage, notamment en France. Les drones israéliens qui nous tapent, c'est des drones, c'est des oiseaux, c'est des grands drones qui jouent avec les oiseaux et que Walid il peut jouer avec eux. Les bombardements, ce sont des feux d'artifice. Et après, il faut faire avec des petits moyens qu'on a, parce que quand on était bloqué, on est toujours le cas, on est assiégé, il y a plus rien, il n'y a pas de jouets, il n'y a rien. Donc il fallait être un peu créatif pour que je lui trouve comment jouer, comment faire des jeux, comment étudier. Les écoles, la majorité des écoles ont été bombardées, et celles qui n'est pas bombardées et sont abritées par les déplacés malheureusement. Donc il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enseignement. Et j'étais là pour essayer de remplacer un peu ça. Donc on jouait un peu à l'école, au professeur et à l'élève. Et ça marchait très bien jusqu'à la reprise de la guerre. Et c'est là, c'est la première fois où mon fils il me dit j'ai peur. Justement, j'allais vous demander comment allait Walid. Bien, et, il est toujours vivant, c'est déjà bien, et il s'amuse bien avec son petit frère Ramzi qui vient d'être né. Ils ont quel Il âge devient. Walid, il a 3 ans et demi et Ramzi, il a un mois. Et, il est un peu jaloux de Ramzi, c'est un peu la nature humaine enfantine, mais il s'amuse bien avec lui. Ils essayent c'est un nouveau défi pour nous aussi en tant que Sabah et moi. Donc là, on était responsable de Walid, maintenant on est deux. Quoique l'idée d'avoir Ramzi, c'est aussi une idée de notre façon de résister et de dire que voilà, il y a beaucoup plus que 20 000 enfants qui ont été tués, donc il y a des fleurs qui ont fané, des lionçons qui ont perdu, et on voulait voilà, avoir une nouvelle fleur ou un lionceau. On espérait une fleur, Dieu nous a envoyé un lionceau, et c'est notre façon de dire que voilà, même sous les bombes, sous l'attente, sous l'humiliation, il y a l'amour, il y a la vie, et il y a la naissance des fleurs. Il y a des fleurs qui se sont éteintes, mais il y en a d'autres qui sont réveillées. Lydia. C'est ça qui est formidable avec ce que nous raconte Rami quand il nous dit Walid à son petit frère, il est un peu jaloux comme tous les enfants de son âge. La vie continue à Gaza, c'est ça que nous raconte Rami en fait, quand il nous dit que son fils rit, est jaloux, veut sa maman, veut son papa. Rami, dans son livre, il nous raconte comment on continue à être père dans des conditions effroyables. Comment on continue à être maman, comment on peut être enceinte, comment on peut accoucher, comment on peut manger, faire rire son enfant, continuer à lui apprendre des choses et surtout continuer à le préserver dans son innocence. C'est ça que raconte Rami dans ce livre et c'est ça qui est absolument formidable. Quand il nous dit Walid va bien et voilà ce qu'il ressent aujourd'hui avec sa maman, son papa, son petit frère. C'est exactement ça, l'histoire de ce livre, c'est comment on continue à vivre malgré tout. Et Saba, donc on l'a compris, c'est votre femme. Là aussi, comment va-t-elle, comment traverse-t-elle cette épreuve, Rami Abou Jamous?
Elle va bien, elle va bien. C'est déjà, on est vivant, donc elle est toujours vivante. C'est déjà excellent. Jusque-là, on est toujours vivant. Et deuxièmement, voilà, on est entré dans les petits détails de la dureté de cette vie, avec deux enfants. C'est mes enfants, mais il y a aussi les enfants de Sabah. Il y en a trois autres enfants d'un ancien mariage. Et il y a la peur parce que les enfants, ils sont plus avec nous. Pendant la guerre, ils étaient avec nous. Là, ils sont plus avec nous. Ils sont chez leur oncle. Il y a la peur pour les enfants, il y a s'occuper d'un nouveau bébé, il y a Walid qui est là, il y a moi aussi. Donc, elle fait partie des femmes résilientes qui vivent dans ce bout de terrain, toutes les Palestiniennes qui résistent avec leurs maris, leurs enfants, de rester en vie, de continuer à vivre, de présenter, de faire le tout pour qu'on reste sur cette terre-là. Et puis alors, vous racontez votre vie quotidienne dans ce livre Gaza à vie, publié aux éditions Stock. Rami Abou-Jamous, par exemple, vous évoquez votre réveil à Rafah. Vous dites notre premier réveil à Rafah est réconfortant. Ça fait des semaines que nous n'avions pas dormi comme ça avec Sabah. Les propriétaires de l'appartement où nous logeons ont la gentillesse de nous préparer un petit déjeuner. Ils ont bien senti que nous sommes secoués par les événements. Je décide d'emmener Walid faire un tour dans le quartier. Face à l'appartement, une charrette tirée par un âne, avec des poivrons, des oignons, des concombres, des tomates. Walid saute de joie comme s'il venait de voir le Père Noël, malgré le prix, 15 shekels le kilo contre 1 shekel avant la guerre. Je n'hésite pas une seconde à lui acheter des tomates. On entend, on lit, Rami Abou-Jamous, que la vie aujourd'hui à Gaza demande des trésors de débrouillardise. Oui, bien sûr. Déjà, on vit déjà toujours sous le système D, avec une vie qui devient trop chère à cause de fermeture de terminaux, parce que là, ça a repris. Il y a 3 semaines, Netanyahu a pris la décision de refermer les terminaux, donc il a violé l'accord de cessez-le-feu qu'il avait fait avec le Hamas. Et à l'époque où on est sorti de Rafah, on était assiégé à Gaza pendant à peu près 40 jours. Et pendant les 40 jours, on ne trouvait rien à manger. On faisait que du za'atar, c'est un peu du thym avec un peu de pain, parce qu'on avait un peu de farine et quelques bois pour faire du feu et pour faire un peu du pain. Et le jour où on est passé à Rafah, Rafah à l'époque, il était pas assiégé comme Gazaville. Donc on a un peu respiré parce qu'on a vécu des moments très difficiles en sortant. On avait les drapeaux blancs suivant les instructions de l'armée d'occupation. Et malgré ça, on nous a tiré dessus. Il y a eu deux de nos voisins qui ont été tués sur la route. Et une fois on est arrivé à Rafah, on a respiré un peu parce que on est toujours vivant. Et c'est la première fois où on voit des légumes à cette époque-là. Et c'est pour ça que Walid, il a sauté de joie. Il me dit, papa, il a regardé la charrette. Déjà, il aime les animaux. Et en plus, quand il a vu des cagettes de tomates et des concombres, il a sauté de joie. Il m'a dit, papa, tomate. Quand il parle des mots des légumes, il le parle en français. Donc il m'a dit, papa, tomate. Et du coup, j'ai pas hésité de lui acheter. Et à l'époque, c'était 15 shekels. Aujourd'hui, on est à 50 shekels le kilo. Mais voilà, quand on a un enfant et Donnez-nous que une idée le du salaire moyen à Gaza, bon, par ailleurs, avec une population qui est soumise à un chômage extrêmement important. Oui, je peux pas parler de salaire parce que la majorité des gens aujourd'hui, mais ils travaillent pas malheureusement. Mais je peux vous dire avant la guerre, le salaire moyen, on va dire, c'était à 1500 shekels, donc c'est à peu près 400 euros. Aujourd'hui, la majorité de la population dépend d'aide humanitaire parce qu'il n'y a plus de travail. Ceux qui avaient un peu d'argent à côté, ben, ils ont tout dépensé pendant cette guerre-là. Et ceux qui travaillent, ils n'ont plus de travail. Ceux qui avaient un business, ils ont perdu leur business. Bien sûr, il y a toujours des profiteurs de guerre, même s'ils sont des Palestiniens. Il y a des gens qui ont fait de l'argent, il y a eu beaucoup d'argent. Mais la majorité, malheureusement, de la population de Gaza dépend d'aide humanitaire parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de travail. Et maintenant, avec les 1500 shekels avant, on pouvait manger, boire, je veux dire correctement. Aujourd'hui, avec 1500 shekels, même si on a ce revenu-là, ça achète même pas 2-3 kilos de viande si ça existait, parce que pour le moment, il n'y a pas de viande. Lydia Melconian. Oui, ce que nous dit Rami est important et précieux, d'autant plus que la parole des journalistes palestiniens est rare. C'est compliqué pour eux de témoigner. Rami est francophone, donc on a cette chance, nous en France, de pouvoir l'écouter, voir ses images, parce qu'il filme, il tourne beaucoup. Il est correspondant pour France 24, pour France Télévisions, donc il envoie régulièrement des images. Mais c'est vrai que c'est précieux. C'est une source inestimable pour nous, journalistes français, qui n'avons pas accès
à Gaza. Personne peut rentrer sur ce territoire pour voir comment on y vit, comment on y mange, comment on y meurt aujourd'hui. Et donc, cette parole est d'autant plus précieuse que les journalistes, aujourd'hui encore, continuent à être tués dans ce conflit. RSF estime à peu près à 150 confrères qui ont été tués. 2 confrères sont morts encore hier. Donc, Rami, ce qu'il nous raconte là sur cette vie quotidienne à Gaza, est d'autant plus précieuse qu'elle est rare. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Et Erner. nous sommes en duplex depuis Gaza avec Rami Abou Jamous. Vous publiez en collaboration avec Ilia Melkonian qui est ici même dans ce studio Gazaville, l'histoire d'un père et de son fils aux éditions Stock. Vous retracez votre trajet. Vous êtes Rami Abou Jamous, je le rappelle, ancien étudiant en France. Vous êtes devenu fixeur, journaliste à Gaza. Vous avez informé notamment le public francophone de la situation dans l'enclave palestinienne. Vous décrivez l'enfer quotidien qu'est devenu Gaza et vous expliquez comment vous avez tenté d'étonner, de surprendre, de distraire votre fils Walid avec votre femme Saba. Nous recevons David Khalfa. Bonjour David Khalfa. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès et vous avez notamment publié un livre collectif Israël-Palestine, année zéro aux éditions du bord de l'eau. Un commentaire à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie au sujet de cette venue de Jordan Bardella en Israël pour donc lutter contre l'antisémitisme, puisqu'il y a une grande conférence sur ce thème. Ouais, je note que cette conférence me paraît comme étant un peu cocasse parce que, au passage, c'est une conférence sur l'antisémitisme qui va donc avoir lieu sans la grande majorité des grandes organisations juives européennes, dans un contexte justement d'explosion de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Et par ailleurs, je pense que cette conférence s'inscrit dans une suite logique d'événements qui ont vu la droite israélienne se radicaliser ces 2 dernières décennies. Vous avez une droite de gouvernement qui s'est radicalisée et qui s'est alliée à une extrême droite antilibérale. Et donc, pour moi, cette conférence, si vous voulez, elle s'inscrit dans une forme de convergence des droites illibérales. On sent bien d'ailleurs la tentation de Netanyahou, ces 2 derniers mois en particulier, depuis sa visite à Washington, vraiment d'enfoncer le clou et de neutraliser tous les garde-fous de l'état de droit en Israël. Mais alors, David Khalfa, il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas parce que, bon, alors, le Rassemblement national a communiqué et communique, comme l'a dit Jean Lémarie, sur la disparition de l'antisémitisme au sein du RN. Mais alors, par exemple, Viktor Orban, qui sera à cette conférence, lui, il n'a jamais communiqué sur un tel thème. Il a au contraire beaucoup utilisé la figure de George Soros, un certain nombre de thématiques, du dog whistling, comme on dit maintenant, siffler le chien, c'est-à-dire tenir des propos antisémites sans forcément les tenir explicitement, mais pour être parfaitement bien compris de ceux qui sont, porteurs de ces stéréotypes antisémites. Comment cela se fait-il que le gouvernement israélien, ou une partie de celui-ci, invite des gens comme Viktor Orban, avec qui Netanyahou a des relations depuis longtemps ? Parce qu'encore une fois, il y a une convergence illibérale, il y a une convergence de vues sur ce que devrait être une démocratie majoritariste, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle le pouvoir exécutif est un pouvoir exécutif fort, qui se débarrasse des contre-pouvoirs. Et puis par ailleurs, il faut aussi inscrire ce rapprochement dans le cadre de le sentiment obsidional qui traverse une partie de la société israélienne et en particulier à droite, le sentiment d'être assiégé, qui repose par ailleurs aussi sur des éléments objectifs et qui conduit une partie de la droite israélienne à se rapprocher de la droite et de l'extrême droite européenne libérale. Pourquoi ? Parce que, au fond, cette droite israélienne compte ses alliés. Et en Europe, ces alliés se trouvent du côté des droites illibérales, principalement polonaises, hongroises, slovaques. Et par ailleurs, et si on dézoome, ces droites libérales aussi, ces alliés se trouvent aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et d'ailleurs, on voit bien, moi je note au passage que depuis le déplacement de Netanyahou aux États-Unis, depuis sa rencontre avec Donald Trump, il est dans une forme d'hubris. Il a d'ailleurs, en Conseil des ministres, évoqué ces discussions avec Trump et il dit lui-même, il revendique s'être inspiré de la rhétorique de Donald Trump, notamment sur l'État profond, qui ne faisait pas partie du vocabulaire de Netanyahou et qu'il ne cesse désormais d'utiliser.
J'aimerais votre point de vue, Rami Abou-Jamous, sur cette situation en Israël, puisque vous êtes tributaire aussi à Gaza, hélas, de cette politique israélienne comme de la politique du Hamas. Moi, je crois que c'est tout ce qui se passe, c'est Netanyahou qui veut que sa vie politique continue. Et pour que sa vie politique continue, il est en train de diviser, si je peux utiliser ça, la société israélienne. Parce que la société israélienne, malheureusement, tout le monde est contre Netanyahou. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'anéantir l'État d'Israël de l'intérieur. Il commence déjà par tout ce qui est juridique et tout ça avec la procureure générale. Et puis, il a licencié le Shabak, il a licencié toute personne qui peut s'affronter parce qu'il sait très bien que si la guerre à Gaza se finisse déjà, donc sa vie est finie. Et en même temps, il veut pas d'opposants en face de lui parce que il est maintenant un peu le dictateur d'Israël que l'Israël n'a jamais vécu. Mais malheureusement, il a la majorité de gouvernement ou même la majorité de Knesset avec lui. Donc, c'est l'homme qui peut faire ce qu'il veut avec le feu vert de Trump. Et lui, il est pas vraiment Trump, mais il a un peu la trompette. Donc, il fait tout ce que Trump il est en train de faire. Peut-être il essaie de limiter, comme votre invité, il a dit que voilà, il utilise les mêmes termes. Il a utilisé le terme de gouvernement profond ou bien d'État profond, et en même temps il a utilisé le mot enfer envers Gaza. Donc malheureusement Netanyahou il est en train de un peu je veux pas dire ce qu'ils disent un peu les journalistes ou bien les médias israéliens que on peut arriver à une guerre civile au sein d'Israël à cause de Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez, David Kalfa? Alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Rami Abou-Jamous. Alors, dictateur, alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas du tout d'ambiguïté, puisque Netanyahou a toujours été élu de manière parfaitement régulière. En revanche, le fait d'avoir limogé Gali Baharav Miara, qui est donc l'un de ses principaux contre-pouvoirs, pardon, là, c'est un signal qui est inquiétant dans le durcissement du régime. Oui, alors il faut quand même noter que l'État profond dont parle Netanyahou résiste, de même que la société civile israélienne, parce qu'on assiste au réveil du mouvement de protestation antigouvernementale et qui, par rapport, si vous voulez, à la veille du massacre du 7 octobre, désormais a mis aussi la question de la guerre au cœur de la protestation. Donc il y a une forme de ce qu'on appelle dans la sociologie politique de démocratie militante qui se met en place en Israël et qui est quand même très vivace et qui au passage en plus rassemble les forces vives du pays, c'est-à-dire les forces économiques, ce qu'on appelle la Startup Nation, mais aussi en fait l'élite à la fois intellectuelle et militaire, parce que vous avez parmi ces manifestants un grand nombre d'anciens généraux, d'anciens responsables des services de renseignement civils et militaires, et ça pèse quand même lourd dans la balance. Et par ailleurs, vous mentionniez à l'instant la procureure générale de l'État. Pour l'instant, cette éviction n'est pas confirmée parce que la Cour suprême d'Israël empêche le gouvernement, la coalition actuelle, justement de mener à bien ces évictions, et notamment aussi, y compris celle du chef du Shin Bet, Ronen Bar. Parce qu'il y a en Israël une affaire d'État, une véritable affaire d'État, le Qatar Gate. Il y a un certain nombre de conseillers très très proches parmi les proches de Netanyahou qui sont accusés de collusion avec le Qatar, dont on sait qu'avec l'accord tacite de Netanyahou a financé, donc la pétromonarchie du Golfe a financé pendant des années le Hamas, sachant qu'une partie de ce financement, 30 millions de dollars par mois, on parle de 4 à 5 millions de dollars, ont atterri dans les poches des dirigeants de la branche politique et militaire du mouvement militaro-terroriste palestinien. Et ça, c'est un scandale d'État en Israël. Et comme par hasard, Netanyahou essaye d'évincer le chef du Shin Bet, alors même que le Shin Bet mène cette enquête. Donc il y a une question qui se pose en Israël, celle d'un conflit d'intérêts. Et c'est ce qui explique encore une fois le réveil de la protestation anti-gouvernementale. Donc on n'en est pas encore à, si vous voulez, à la mise en place d'une démocrature, parce qu'Israël est quand même un pays, enfin une démocratie certes avec des failles, c'est bon qu'on puisse dire, mais qui est quand même très vivace. Vous avez une presse d'opposition qui pilonne le gouvernement du matin au soir. Vous avez des manifestations, y compris en temps de guerre, qui n'ont cessé de se dérouler ces derniers mois et qui, encore une fois, là, reprennent leurs droits
parce que l'enjeu est absolument majeur pour Israël. Il ne s'agit pas seulement de la question de la nature du régime politique, de la préservation du caractère démocratique de l'État d'Israël. Il s'agit, au fond, de l'identité même de ce pays. Quand on entend cela, Rami Abou-Jamous, on entendait également dans la chronique de mon camarade Jean Lémarie, le billet politique, la réponse de Jordan Bardella, donc le leader du Rassemblement national, qui qualifiait le projet de Donald Trump pour Gaza d'ambitieux. Comment les Palestiniens, comment vous le qualifiez, ce projet de Donald Trump ? Rami Abou-Jamous, ou alors vous êtes sans voix, ce qui est possible face au projet de Donald Trump. Non, je crois que nous avons des problèmes pour établir la liaison avec Gaza. David Khalfa, il y a une opposition à Netanyahou, elle est vive, on l'entend, elle est dans la rue, mais cette opposition ne permet pas de comprendre malgré tout cette situation qui est quand même un peu étrange. Netanyahou a joué sa survie politique sur le fait qu'il assurait qu'il garantissait la sécurité d'Israël au prix, disons, de quelques manquements. Je mets ça avec des guillemets, c'est-à-dire que chacun sait que ça n'est pas la personne la plus honnête du monde, qu'il pouvait se livrer à des tripatouillages. Mais bon, avec lui, Israël était en sûreté. Et puis, il y a eu le 7 octobre. Et là, on s'est rendu compte que cet homme n'était pas capable d'assurer la sûreté d'Israël. Tout le monde l'a vu. Pourquoi tient-il politiquement ? Vous savez, Netanyahou, c'est un homme politique madré. Il a exercé les rênes du pouvoir pendant une dizaine d'années de manière consécutive. Il est roué. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît les tenants et les aboutissants de la vie politique israélienne. Et puis, il a réussi, si vous voulez, à complètement cannibaliser son parti, le Likoud, qui aujourd'hui est une coquille vide et qui ne lui sert que de marchepied pour à la fois conquérir le pouvoir et s'y maintenir. Et par ailleurs, il a constitué un bloc des droites qui lui sont fidèles, notamment la droite nationaliste religieuse et une partie des ultra-orthodoxes. Il faut rappeler au passage que Israël, c'est une société éminemment complexe. Vous avez la droite a toujours été divisée. Et si on regarde les dynamiques politiques en cours en Israël, le rapport de force entre le bloc pro-Netanyahou et anti-Netanyahou, c'est le vrai clivage en Israël qui a désormais, disons, en grande partie dépassé le vieux clivage gauche-droite des années 90. Ce nouveau clivage pro- et anti-Netanyahou, il est très largement favorable à l'opposition, donc au bloc anti-Netanyahou, qui rassemble à la fois donc, la droite libérale, une partie d'ailleurs aussi du mouvement sioniste religieux moderniste, la gauche radicale et les partis arabes. Donc ça, c'est la situation politique en Israël. Et il y aura des élections en Israël. Dans un an, un peu plus d'un an, en octobre 2026, donc quoi qu'il arrive, il y aura les élections. Si on s'en tient aux dynamiques actuelles, très clairement, il perdra les rênes du pouvoir. Et il faut rappeler par ailleurs qu'il a perdu les rênes du pouvoir il y a 2 ans, puisque une coalition justement hétéroclite lui avait succédé avec à sa tête Yair Lapid et Naftali Bennett. Et on dit d'ailleurs que c'est Naftali Bennett qui pourrait remporter la mise en cas d'élection anticipée en Israël. Rami Abou-Jamous, je crois qu'on vous a retrouvé et vous êtes à nouveau en liaison avec nous depuis Gaza. Je voulais connaître votre point de vue sur le projet de Donald Trump pour Gaza. Oui, je ne vais pas dire comme c'est un projet ambitieux, mais malheureusement, c'est vraiment les vrais buts de la guerre qui ont commencé. Le vrai but de la guerre qui a commencé le 7 octobre, c'était pas éradiquer le Hamas, c'était pas libérer les prisonniers israéliens, mais c'était justement de faire déplacer les 2,3 millions de personnes qui vivent sur ce bout de terrain. Sauf que Trump, c'est quelqu'un de businessman, il a mis l'affaire sur la table en parlant de ça d'une façon directe, que voilà, il faut qu'on se débarrasse de cette population-là parce qu'il faut régler le problème palestinien avec les Israéliens. Donc on va commencer par Gaza, et si tout va bien par Gaza, on va le faire en Cisjordanie. Et ce qui se passe en Cisjordanie, c'est aussi pire que ce qui se passe à Gaza, au niveau d'annexion des terrains, une nouvelle colonie, là, les 13 colonies, et puis il voulait faire un nouveau projet des cantons en Cisjordanie avec
une autorité ou une petite autorité dans chaque ville. Donc c'est un peu ça ici le projet de déportation, si on peut utiliser ce terme, de Gaza, des populations de Gaza, ça va se faire. En Cisjordanie, c'est aussi le cas. Mais nous, on compte sur notre résistance de rester sur place, de ne pas bouger, de ne pas partir, quoique le terrain est fertile. Malheureusement, Netanyahou et l'armée israélienne, ils ont fait de tout pour rendre vraiment la vie à Gaza comme un enfer. On est dans la période de la non-vie. Déjà, il y a la mort partout, bombardement partout, et pour vivre, il n'y a plus les piliers de vie. Il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de système de santé, il n'y a plus rien. Et les gens, ils ont besoin d'une vie meilleure pour leurs enfants, pour leurs familles. C'est pour ça qu'il y aura des gens qui vont partir. Et là, le pire qu'au sein du gouvernement, là, au sein du ministère des Affaires étrangères israélien, ils ont fait un département pour l'immigration des Palestiniens. Et bien sûr, on l'appelle un départ volontiers. On vous tue, on vous massacre, on vous déplace, on vous met dans sur des tentes. Et puis à la fin, on dit, vous voulez partir, bah, c'est volontiers, c'est volontaire, c'est pas nous qui vous force. Mais malheureusement, le terrain est fertile. Donc, Alors moi, je suis sûr. justement, Rami Boujamous, pardon, comme on est en liaison, c'est compliqué, j'ai dû vous couper la parole. Est-ce qu'il y a des Palestiniens, selon vous, des Gazaouis, qui sont aujourd'hui volontaires pour partir de l'enclave, aller je ne sais où aussi, puisque jusqu'à présent, moi, je n'ai pas compris dans le projet de Trump où ces Palestiniens pouvaient aller. Bien sûr que voilà, le terrain est fertile. Il y en a beaucoup qui veulent partir. Et on a vu pendant la guerre, il y en a beaucoup qui ont fui la mort. Ils ont payé d'argent, une grande somme d'argent pour partir. Bien sûr, il y aura des gens qui veulent épargner leur famille, leur vie Mais pour aller de la où? mort. Ben justement, c'est pour ça que c'est la question qui se pose. Pour le moment, Trump, il parle de l'Égypte et de la Jordanie, mais je crois que il y aura toujours d'autres portes qui vont être Mais ouvertes. Et aucun je des crois deux pays, à ma connaissance, aucun des deux pays ne veut accueillir de réfugiés palestiniens. oui, bah justement, mais c'est à la fin, c'est un peu il y a la carotte et le bâton. Là, pour le moment, il utilise que la carotte, Trump, mais le jour où il va utiliser le bâton, je crois qu'il y aura des pays qui vont accepter. Et malheureusement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que on parle plus d'aspect politique, mais plutôt d'aspect humanitaire. Et c'est pour ça qu'on a réduit la question palestinienne, surtout à Gaza, à une question humanitaire. Et c'est pour ça que, pour des raisons entre guillemets humanitaires, tel pays, elle va ouvrir ses portes pour accueillir 100 000 Palestiniens. Il y en a d'autres, voilà, pour des raisons humanitaires, qui vont accueillir d'autres personnes. Et nous, on est de 2,3 millions de personnes. C'est pas une grande population, c'est pas 50 000 personnes. Donc, on peut être absorbé n'importe où, et surtout en Égypte, on peut être absorbé facilement. Mais le problème, c'est que, voilà, comme il y a des gens qui veulent partir, il y en a beaucoup, comme moi, qui veulent rester. Et pour nous, c'est hors question de partir, même si on est en train de vivre l'enfer. Mais pour le moment, on a pris ces décisions-là de rester. Et ce qui est en train de se faire, c'est vraiment petit à petit forcer les gens à partir, parce qu'on rend la vie une envie d'enfer sur cette terre-là, la Palestine, surtout à Gaza, pour que les gens prennent la décision de partir. David Kalfa, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce projet, il semble séduire des gens en Israël, alors même que ce n'est pas un projet, pour dire les choses concrètement. Oui, alors vous savez, en contexte de guerre, disons, les populations, les opinions publiques sont chauffées à blanc. Enfin, vous avez de part et d'autre le sentiment qu'il s'agit d'une guerre existentielle. Et donc, ça explique en grande partie le soutien d'une partie de la population israélienne à ce plan, qui est aussi politiquement irréaliste que moralement indigne. Moi, je voudrais en faire une analyse aussi politique. Je pense que il faut relire L'Art du Deal de Trump, ouvrage publié en 87, où il explique que pour On va commencer obtenir... par le dire déjà. Voilà, oui, Alors, il faut se donner la peine. Hein, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est intéressant quand même malgré tout, c'est qu'il explique que, en gros, quand on négocie, pour obtenir 50, il faut demander 100. Et je pense que ce que je veux dire par là, c'est que ces déclarations, aussi ubuesques et insupportables qu'elles paraissent, visaient aussi à faire pression sur les pays arabes pour proposer un plan alternatif. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui est en train de se dérouler, puisque
Donc les Égyptiens notamment, mais aussi les Saoudiens, les Émiriens, ont proposé un plan alternatif qui, bien sûr, garantit aux Palestiniens la possibilité de rester dans la bande de Gaza, qui propose une gouvernance alternative au Hamas dans la bande de Gaza, avec une période intérimaire de 6 mois, au terme de laquelle l'autorité palestinienne pourrait reprendre les règnes à Gaza, Gaza dont elle a été évincée justement au moment du coup de force du Hamas en 2007, puisqu'il y a eu une brève guerre civile interpalestinienne entre le Hamas et le Fatah en 2007. Donc, et je pense que cette stratégie américaine, justement, on parlait tout à l'heure de la stratégie de la carotte et du bâton, elle a des leviers parce que les Égyptiens, les Jordaniens dépendent des Américains, des circuits de financement internationaux garantis par les Américains, notamment les Égyptiens. C'est un pays qui est en état de quasi-faillite. Et donc, je ne crois pas du tout à un exode massif des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie, tout simplement parce que ces pays, au-delà de la rhétorique morale de condamnation de ce plan, en réalité, ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est la submersion démographique. Il y a une mémoire aussi traumatique parce qu'en Égypte, en 2007, vous avez eu des centaines de milliers de Palestiniens qui ont franchi la frontière. Les Égyptiens, ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est la jonction entre l'État islamique au Sinaï, donc Vilayet Sinaï, et des éléments radicalisés du Hamas, d'une part. Et pour la Jordanie, il faut rappeler aussi le massacre des Palestiniens en Jordanie, le massacre de Septembre Noir. Donc il faut avoir cette vision-là un peu stratégique derrière la tentative qui est totalement irréaliste d'imposer ce plan, mais qui, encore une fois, amène les pays arabes à prendre à bras le corps et de manière sérieuse la question palestinienne. Rami Abou Jamous, est-ce que une paix, malgré tout, reste possible? Plutôt déjà une trêve, parce qu'il faudrait que la trêve revienne. Il y a eu un certain nombre de conditions sur la libération des otages israéliens. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait être obtenu de telle sorte que cette offensive cesse? Oui, je crois qu'une paix entre Israël et la Palestine, c'est faisable. On a déjà fait cette expérience-là et ça s'est très bien passé. Mais je crois que la personne qui bloque, c'est le gouvernement d'extrême droite et surtout de Netanyahou. Après, si on veut parler juste d'un cessez-le-feu à Gaza et entre le Hamas et Israël, oui, ça peut se faire parce que on l'a déjà fait. Il y a beaucoup de pression. Quoique, même s'il y a un feu vert de la part de Trump pour rendre notre vie en enfer, mais il y a aussi Witkoff qui est un peu l'homme le plus fort dans la région, qui est en train de faire pression sur le Hamas, c'est vrai, mais en même temps, il peut faire pression sur Netanyahou également. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Oui, je pense qu'il faut, sur la question de la paix, enfin, dans le livre Israël-Palestine et zéro, c'est de rassembler des Israéliens et des Palestiniens, et c'est tout à fait possible. Il y a un bouillonnement dans les sociétés civiles israélienne et palestinienne. Il ne faut pas simplifier et personnaliser à outrance ce qui se passe dans cette région. Netanyahou est une source de blocage absolument majeure, de la même manière que Mahmoud Abbas, qui a bientôt 90 ans, en est une autre, de la même manière que le Hamas en est une autre. En fait, ce qu'il faudrait de part et d'autre, c'est à la fois c'est un bien champ. parce qu'il y a que des sources de blocage, parce que vous pouvez rajouter Trump. Sauf que, oui, mais la bonne nouvelle dans ce que je viens de raconter, c'est que je vous rappelle qu'il y a les élections en Israël dans moins d'un an et demi, que Netanyahou très probablement les perdra, puisque le rapport de force est favorable à l'opposition, que Mahmoud Abbas a bientôt 90 ans, et qu'on parle déjà d'une succession. Il a dû, sous la pression des pays arabes, créer un poste ex nihilo de vice-président de l'autorité palestinienne. Puis il faudra, au-delà du changement de leadership, un changement de récit national, un changement d'alliance pour parvenir à la paix. David Khalfa, votre livre collectif Israël-Palestine, année zéro, c'est aux éditions du Bord de l'eau. Rami Abou Jamous avec Lilia Melconian, Gaza, vie, histoire d'un père et de son fils. On se retrouve dans quelques instants pour le journal de 8h45 et mes camarades Lucille Como et François Saltiel.